Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique consacré aujourd'hui à la situation explosive en France entre les émeutes de banlieue à Grenoble et la situation explosive dans les prisons. Et pour peindre ce tableau réjouissant, je suis avec Xavier Hofer, criminologue. Bonjour Xavier Hofer, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, Xavier Hofer, on va parler de l'attaque terroriste mardi matin dans la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Un détenu, vers 9h45, Michael Ciolo et son épouse agressent deux surveillants de la prison avec des couteaux. Ils arrivent ensuite à se retrancher dans ce que l'on appelle une unité de vie familiale. Donc c'est là où les détenus peuvent recevoir des gens de leur famille, tout simplement. Ils vont donc s'y retrancher presque l'intégralité de la journée. Il faudra que le RAID donne ensuite un assaut pour les sortir de là où ils se trouvent. L'épouse du détenu sera tuée dans l'assaut. Elle mourra quelques secondes plus tard. Et Michael Ciolo, lui, en revanche, est simplement blessé légèrement. Évidemment, les questions à se poser sur cette situation, Xavier Hofer, ne manquent pas. La première, peut-être la plus triviale, comment un détenu et son épouse parviennent à rentrer en prison, à être en prison avec des couteaux? C'est bien simple, c'est que depuis une dizaine d'années, on ne fouille les gens qu'exceptionnellement, dans des conditions très particulières et très restrictives. Et voilà. Alors, à propos de cette fameuse loi, je sais qu'il ne faut pas abuser de la chose, mais je vais vous lire quand même le commentaire des syndicalistes à ce propos. Ils nous disent, on interdit de faire des fouilles systématiques et c'est un vrai danger. L'article en question, donc 57 de la loi du 24 novembre 2009, restreint la capacité de fouille, obligation de justification précise, nécessité absolue, fouille intégrale ou par palpation ultra rare. Et voilà ce qu'en dit un des dirigeants de FO pénitentiaire. Ça nous a enlevé tout moyen pour éviter le trafic, ça met en insécurité les surveillants, les détenus les plus faibles et leurs familles. La plupart des suicides, c'est le trafic dans les prisons, les pressions sur les familles dehors pour protéger leurs familles, les détenus se suicident. Les téléphones, la drogue, tout ce réseau parallèle font des prisons des zones de non-droit. La loi du 24 novembre 2009, vous savez qu'il m'est arrivé d'être un tantinet critique envers Madame Taubira, mais il faut être juste, c'est une loi qui est signée, elle est signée Ali Omari, elle est signée François Fillon et elle est signée Nicolas Sarkozy. Les unités de vie familiale, c'est l'article 36 de la même loi, alors que bien entendu, pour le notaire qui est parti avec le fric des épargnants et qui fait de la prison, qu'on lui donne le moyen de maintenir les contacts avec la famille, d'accord, mais le Ciolo en question, une fois de plus, c'est un pur hybride. C'est un braqueur, c'est un assassin confirmé, et il a même assassiné un résistant, un vieux monsieur, qu'il a embobiné tellement, momifié tellement que l'autre a fini par étouffer. Et après ça, il s'est converti à l'islam naturellement le plus fanatique, et qu'un individu comme ça et sa compagne, qui avait l'air d'être exactement dans le même genre, ait pu bénéficier d'une unité de vie familiale, c'est de la dinguerie absolue. Mais au secours, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où il rentre là-dedans, les couteaux en céramique, maintenant un enfant de 4 ans sait que ça passe tous les contrôles et tous les portiques car il n'y a pas de métal dedans, et bien voilà. Alors, on a vu, vous avez commencé à l'aborder, Michael Ciolo, c'est le prototype du terroriste hybride. Il avait 30 ans, il avait déjà plusieurs condamnations, notamment pour meurtre, torture, comme vous venez de le rappeler. Il s'est converti un peu plus tard à l'islam. Pour autant, c'est vrai qu'au début de l'annonce de cette attaque dans la prison, on pouvait s'interroger sur le caractère terroriste de cette attaque. On pouvait imaginer que c'était une vulgaire attaque comme les surveillants doivent les subir régulièrement. On va écouter le procureur de Paris, qui est donc en charge de l'affaire, puisqu'elle a été reconnue comme étant terroriste, c'est Rémi Hetz. Il est ressorti très vite des premiers témoignages que le détenu, en se jetant sur les surveillants pénitentiaires, avait crié « Allah Akbar », qu'il disait vouloir venger Chérif Chekat, individu mis en cause dans l'attentat commis à Strasbourg le 11 décembre 2018, et qu'il indiquait être porteur d'une ceinture d'explosifs, être prêt à s'en servir. Ces éléments, ainsi que le profil de l'individu détenu,
qui purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Eh bien, ces éléments donc ont justifié la saisine de la section antiterroriste de mon parquet, de même que la condamnation de cet individu en 2015 pour apologie du terrorisme. Alors plusieurs éléments, on a dit les couteaux en céramique effectivement ne sonnent pas dans les portiques, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que là le procureur de Paris nous explique que l'homme qui était retranché a dit à la police qu'il avait une ceinture d'explosifs, et c'est plausible, c'est-à-dire que potentiellement une ceinture d'explosifs aurait pu rentrer en prison. Ben bien sûr, l'année dernière, croit-on, parce que si ça se trouve il y en a encore bien plus, il y a 40 000 téléphones portables ou éléments qui permettent de transformer ou de modifier ou de bricoler les dits téléphones qui sont rentrés dans les prisons. À l'heure actuelle, notamment depuis Madame Taubira, ce sont devenus des moulins à vent, quoi. On y fait rentrer ce qu'on veut. L'autre jour, c'est il y a quelques mois, des gardiens ébahis ont trouvé un jeune homme qui était dans les couloirs d'une prison, c'était, je crois, à Rennes, en Bretagne, et lui demandait ce qu'il faisait là, et l'autre a répondu, bah, je vais livrer les téléphones, quoi. Il comprend. Alors, il y avait des échafaudages et des travaux, du coup, il venait lui-même dans la prison pour livrer des téléphones sur place. C'est ça, le système pénal Donc, en gros, français. ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on peut aussi faire rentrer un atelier du petit chimiste pour faire des substances explosives. Non, on peut les... Pourquoi se fatiguer? On fait rentrer les explosifs tout simplement préparés, déjà préparés, ça va plus vite. Hein. J'ajoute, parce que c'est important, il y a, depuis 2016, là, c'est M. Urvoas, socialiste, qui était responsable, qui était garde des Sceaux, des unités, des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Et il semble que, compte tenu des propos qui tenaient, le jeune Michael Ciolo aurait peut-être dû s'y trouver, donc dans des conditions particulières, mais les quartiers en question ont été préparés et vendus et livrés à la com dans un tel état de précipitation et de panique que ce sont des véritables zones grises légales, que rien de ça n'est bordé juridiquement, qu'on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, on ne sait pas si c'est une exception au droit ou si ça se situe finalement à l'intérieur du droit général français et comment, ce qui fait qu'avec ces quartiers-là, tout peut arriver. Un appel quelconque, n'importe quoi, peut faire exploser tout le dispositif. Donc vous voyez, d'un côté, il y a le bazar à l'intérieur des prisons, on y fait entrer ce qu'on veut comme arme, ou comme explosif, hein, puisque si le procureur de Paris dit qu'il est légal et plausible de penser qu'un individu a une ceinture d'explosifs sur lui à l'intérieur de la prison, voilà, donc on laisse rentrer n'importe qui dans les unités de vie familiale, les quartiers d'évaluation de la radicalisation sont une véritable bombe légale et juridique, donc tout est dans un état, si vous voulez, de sidération et de non-fonctionnement. Et alors à plus forte raison, puisque visiblement la prison de Condé-sur-Sarthe était, sinon la plus protégée, la plus sécurisée de France, au moins l'une des plus sécurisées de France. Elle aurait dû, mais quand elle a été inaugurée en 2013 par Mme Taubira, elle a fait une crise en disant que c'était pratiquement un camp de concentration et il a fallu retirer une partie des instruments et des outils et des dispositifs de sécurisation. Elle était plus sécurisée que les autres, ce qui est quand même pas un miracle. Vous savez que dans le Midi, j'ai oublié dans laquelle, là aussi il y a peu de temps, un détenu qui avait balancé les autres, les jeunes détenus, c'est dans un quartier pour mineurs, ont défoncé les murs de la prison à coups de poing et à coups de pied. C'était une prison en carton-pâte. Ils sont passés à travers 4 ou 5 cellules pour aller casser la figure de l'autre qui était dans des cellules plus loin. Et les gardiens ont dit ouais, elle n'a pas été construite solidement, vous savez, la prison en question. Donc on appuie un peu fort sur les murs, ils cèdent. Vous voyez un peu, voilà. Alors là-dedans, à la tête de tout ça, il y a Madame Belloubet. J'ai fini, je tournais autour de l'idée depuis un certain temps, mais j'ai fini par trouver. Madame Belloubet me fait penser à Calimero.
vous savez, le petit poussin, là, qui est dans l'histoire, dans les bandes dessinées. Et il trouve toujours que la vie est pas juste, il trouve qu'il est un peu confus dans sa tête, quoi. Il sait pas trop, mais enfin il est gentil, il est plein de bonne volonté, et à la fin il arrive parfois vaguement à faire ce qu'il veut, mais c'est ça, quoi. Alors elle arrive en disant mais il faut faire une enquête, mais ça va pas du tout, mais tout ça est affreux, mais vous vous rendez compte, et alors bien entendu à chaque fois elle tombe de l'armoire. Alors justement je vous propose de l'écouter juste après cette attaque à Condé-sur-Sarthe. Je suis venue dans l'établissement pour dire à l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire mon soutien. J'ai été extrêmement choquée par cette agression lâche, terroriste, qui a conduit 2 de nos surveillants à être grièvement blessés et profondément choqués. Et je suis donc venue dire à la communauté pénitentiaire que j'étais comme eux choquée et que comme eux, évidemment, je mettrai tout en œuvre pour que nous puissions trouver les raisons qui ont conduit à cette situation. Bon, une chose est sûre, Nicole Belloubet est choquée. Oui, la pauvre. Vous vous rendez compte, tous ces individus violents et tout, mais ça va pas du tout, quoi. Il faudrait réagir, d'après moi. Alors, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça montre que les prisons françaises, comme l'ensemble, vous savez, il y a un continuum entre ceux qui sont censés arrêter les malfaiteurs, ceux qui sont censés les juger, et puis après ça, ceux qui sont censés les détenir. C'est ce qui s'appelle, le mot ferait frémir le monde du politiquement correct, c'est le continuum répressif, quoi. On fait une investigation, on arrête les gens, on les défère, ils sont jugés et à la fin ils finissent en prison. Tout le continuum est en train à l'heure actuelle de s'effondrer sous nos yeux. Vous savez que rien que pour la police, par exemple, alors les manifestations à jet continu, le fait que pendant ce temps-là, vous savez, la sagesse populaire, quoi, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, eh bien les voyous s'en donnent à cœur joie. Il y a une espèce de surcharge effarante à l'heure actuelle du travail de la police et de la gendarmerie, et ça a des conséquences, j'allais dire, extrêmement sévères sur le moral des troupes. Nous sommes au début du mois de mars, depuis le 1er janvier, il y a eu 17 suicides dans la police. Les gens n'en peuvent simplement plus. Alors en plus de ça, à la fin, malgré toute cette surcharge affreuse, on trouve le moyen de prendre des individus et de les mettre en prison. Et là, c'est le Club Med, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qui lui plaît. Et puis, après ça, on les met dans des unités de vie familiale pour qu'ils voient maman, pour se consoler quand ils trouvent que la vie est un peu dure. C'est pas la bonne direction pour sécuriser la France. Alors cette affaire pointe aussi un autre sujet, puisqu'on a beaucoup entendu de débats autour des fichiers S, des radicalisés qu'il aurait fallu mettre en prison pour prévenir toute attaque terroriste. Bon, alors là, c'est tout bonnement hallucinant, mais le radicalisé, il est déjà en prison pour d'autres faits, et en prison, finalement, rien n'est empêché non plus. Alors là, c'est un peu différent. On allait s'intéresser à son cas, vous savez, sagement, lentement. On prend un individu. Alors, celui qui a assassiné le policier sur les Champs-Élysées, là, jugelé, le capitaine de police, il allait être sans doute sévèrement réprimandé parce qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire français, qu'il avait été passé 40 jours en Algérie et qu'à la fin on lui avait fait un rappel à la loi en lui disant c'est pas bien quand même, on allait peut-être s'intéresser à lui. Pendant ce temps-là, il avait trouvé le moyen d'avoir des armes et il a été assassiné, le policier. Là, pareil, les instances de répression, sans doute surchargés, sans doute sous-équipés, sans doute privés de moyens, et pour la justice de manière traditionnelle, je l'ai déjà dit 10 fois ici, on a une justice de clodo, quoi. Ils n'ont pas du tout les moyens qu'il leur faudrait. C'est pas naturellement aux magistrats que je m'en prends. J'en ai eu suffisamment comme étudiant et j'en vois encore pas mal d'entre eux pour savoir à quel point ils souffrent de la situation. Mais je crois que la région parisienne, la grande région parisienne, l'Île-de-France, quelque chose d'hallucinant, doit avoir moins de procureurs que la ville de Düsseldorf en Allemagne.
On n'est pas à la hauteur, il n'y a pas la moitié de ce qu'il faudrait. C'est pas une question d'1%, 2%, 3%. Mais est-ce que c'est ça qui fait qu'on a le sentiment parfois d'avoir une justice laxiste, en fait? Il faut employer le terme auquel on pense. Alors, il y a le fait qu'un certain nombre d'entre eux, et ceux qui font le plus de bruit, et ceux que, même les libéraux qui sont censés, qui se présentent de droite avant les élections, écoutent le plus, qui font énormément de bruit, ceux-là sont de gauche. Mais au-delà même de droite-gauche, il y a le fait que quand un magistrat a 100 dossiers sur son bureau alors qu'il devrait en avoir 12, eh bien il y a des loupés, il y a des ratés, on remet des gens en liberté, on est obligé de les libérer parce qu'on n'a pas signé le papier à la date prévue. Vous savez qu'en matière de justice, naturellement, c'est la procédure qui est souveraine. Il y a des vices de forme, évidemment. Voilà, exactement. Le fond vient après. À partir du moment où vous ne faites pas les choses dans les règles et dans les normes, naturellement, tout le reste s'effondre. Alors, il y a des fautes et des erreurs comme ça qui sont faites, qui proviennent du fait que les gens n'ont pas le temps, pas les moyens, pas le personnel, pas les outils. Il y avait des ressorts de justice où il y a encore 2 ou 3 ans, les ordinateurs étaient si antédiluviens, je crois que personne n'est capable de concevoir ça parmi vos auditeurs, que c'était des ordinateurs d'avant la souris. Il fallait avancer comme le Pac-Man, vous savez, quand on veut aller à travers l'écran, il faut faire pop, 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 voilà, Moyen-Âge, quoi. Donc, et naturellement, aucun d'entre eux n'étant capable de se comprendre et de dialoguer avec les autres. Et en tout cas, pas avec ceux de la police. Vous voyez à quel point on en est. Donc, pendant ce temps-là, on fait des grands débats, on parle de la musique des sphères, dans un gouvernement. La France a conservé quelques-uns de ses traits monarchiques. Alors quand le roi veut quelque chose, les gens s'y intéressent. Et comme manifestement le président Macron n'a pas l'air fasciné par les problèmes de sécurité et de justice au quotidien, tout le monde laisse un peu aller, quoi. Alors pour clôturer cette première partie, Xavier Hofer, finalement, si je vous suis, la première partie de la chaîne judiciaire, à savoir la police, est au bord de la crise, pour ne pas dire qu'elle a déjà sérieusement sombré dedans. La justice n'a pas une figure plus claire, disons, et les prisons, c'est aussi une catastrophe. Finalement, on peut s'interroger sur quels paramètres il faut agir en premier, si finalement tout n'est pas trop tard. Ce que je dis ne relève pas de l'accusation en l'air. J'ai naturellement, jour après jour, du fait des contacts que j'ai au téléphone, où je vois des gens effondrés en si tu savais, il ne s'est pas encore passé ci, il se passe ça, etc. Les personnels du monde de la police, du monde du renseignement, du monde de la justice et du monde de la pénitentiaire sont à l'heure actuelle au bord de la crise de nerfs. Ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Ce ne sont plus les surveillants qui font régner l'ordre dans les prisons, mais les voyous, la moitié du temps. Vous savez qu'il y a des prisons où pour avoir la paix, les gardiens donnent les clés aux détenus, pour qu'ils puissent aller à leur gré d'une cellule à l'autre, parler aux copains, etc. Bien évidemment pas les clés de l'extérieur, on n'en est pas encore là, mais les clés qui permettent d'aller d'une cellule à l'autre. Un garçon a été arrêté dans une prison il n'y a pas si longtemps de ça. Il avait le passe-partout entre les mains qui permet d'aller dans toutes les cellules. Vous voyez où on en est. Et ça, naturellement, avec une complicité des médias du système qui, de manière parfaitement honteuse, suggèrent dans l'idée des gens l'idée qu'il y a une justice, mais alors c'est totalement factice. Quand vous avez un individu qui est arrêté pour avoir commis des crimes, des attentats, des viols, tout ce que vous voulez, le journaliste écrit « il risque jusqu'à 15 ans de prison ». Si vous allez voir ce qu'il est arrivé au gaillard en question, 6 mois après, il a pris 6 mois, il est déjà sorti, ou alors il n'y a pas eu de mandat de dépôt, ce qui fait qu'il est sorti juste après le procès. Donc les braves gens dans la rue pensent qu'il y a encore une forme de justice. Plus ça va, plus cela devient factice. Eh bien merci, ça fera la conclusion de cette première partie. Tout de suite, on continue avec un tableau pas vraiment plus réjouissant. Alors, je vous propose, Xavier Hofer, de passer au deuxième volet de cette émission. On va s'intéresser aux émeutes de Grenoble. Alors, je vais rappeler rapidement les faits. 2 jeunes roulaient dans le quartier du Mistral à Grenoble sur un scooter vraisemblablement volé, dépourvu de plaque d'immatriculation. Les 2 jeunes, entre guillemets, qui étaient sur ce scooter n'étaient évidemment pas casqués. La brigade anticriminalité, la BAC, les a détectés dans la rue, les a poursuivis. Ils se sont finalement encastrés visiblement entre un bus et un parapet, donc ont été écrasés, ils sont morts sur le coup.
S'en sont suivis évidemment des nuits d'émeutes, donc à Grenoble, dans ce quartier du Mistral, avec des voitures incendiées, un centre éducatif d'infirmières également qui a pris feu, qui est d'ailleurs hors d'usage. Ça fait évidemment penser aux émeutes de Clichy-sous-Bois et j'en passe et des meilleurs. Alors, c'est encore plus ancien que ça. Le premier grand article, je me souviens, à l'époque, il y avait c'était à l'époque dont je vous parle, François était encore un grand journal sur grand format, etc. En 1993, j'ai fait une page entière de François sur les émeutes, notamment celle de Grenoble. Ça fait 26 ans. Vous voyez que c'est pas des affaires récentes. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'à Grenoble et ailleurs, mettre les émeutes au profit expliquer les émeutes par la mort de jeunes gens, etc. Nul ne peut se réjouir naturellement de la mort de garçons qui ont 17 ou 18 ans. C'est bien entendu affreux. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que le prétexte est risible. Des émeutes dans ces quartiers-là, il y en a eu tout autant pour le mondial de football où personne n'était mort et pour Halloween où personne non plus n'avait été assassiné. Donc la pratique de l'émeute dans ces quartiers, quel que soit le motif, quand il y a mort d'homme ou alors autrement, relève de la volonté délibérée de bandes criminelles de faire en sorte que la police ne vienne pas les embêter sur leur territoire où il y a des trafics de stupéfiants et autres. C'est des tirs de sommation un peu. Ouais, c'est pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Hein, voilà. Alors, bien entendu, ils savent en plus. Ces gens-là, même s'ils sont jeunes, ne sont pas isolés. Il y a les caïds, qu'on appelle poliment les grands frères. Ils ont des avocats. Les avocats, ils sont reliés à divers segments de la société. Ils ont des complices, ils ont des journalistes avec lesquels ils sont en bons termes. Ils savent, ils connaissent mieux que quiconque au monde la lâcheté du sommet de l'appareil d'État. La lâcheté du sommet de l'appareil d'État, l'appareil d'État n'est pas tout le temps lâche. On n'a pas le sentiment qu'il ait été si lâche que ça avec les gilets jaunes. On y reviendra bien sûr. Oui, oui. Mais là, la lâcheté officielle, la lâcheté des préfets, la lâcheté des patrons politiques du département et autres s'exprime toujours de la même façon. Ça n'est pas le moment. Vous savez que dans un quinquennat, il y a toujours une élection au tournant, et l'année d'après, le commissaire qui a envoyé les gens de là-bas, qui ont fait leur boulot, quoi. En allant poursuivre des malfaiteurs, qui étaient d'ailleurs, je crois, déjà connus de la police. Il a fait son boulot, mais le commissaire, à coup sûr, va être convoqué ou a été convoqué. Dire, mon vieux, vous savez ce que c'est, il y a les européennes bientôt, allez-y mollo, voilà, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Et donc, naturellement, la criminalité s'enquiste sur ces territoires-là. Hein. Et le deuxième élément risible, c'est les ghettos dans lesquels des populations malheureuses, l'ensemble des quartiers chauds de Grenoble, vous comptez le nombre de piscines, d'équipements sportifs, de bureaux d'aide à l'emploi, de centres de réinsertion, de machins, etc. Il y en a 100 fois plus qu'il y en a dans les villes moyennes. Vous pouvez aller dans la Creuse, vous pouvez aller dans les Ardennes, ils n'en ont pas le centième, quoi. Depuis 20 ans et 30 ans, les successifs gouvernements de la droite libérale ou de la gauche, bobo, ont inondé ces quartiers-là de fric, un peu comme vous savez, les parents pleins de fric qui balancent plein d'argent à leurs enfants en font pour s'en débarrasser. Et ben dans un cas comme dans un autre, le résultat n'est pas meilleur parce que les quartiers en question, comme les gamins dont je vous parle, ont mal tourné. Savoir qu'ils sont sous le contrôle des criminels, et ils le sont de plus en plus. Tous les policiers de terrain le savent, et vous avez maintenant des quartiers dans lesquels les postiers du coin ont une carte en disant là, il ne faut pas y aller, parce que dans lesquels les corbillards ne peuvent plus aller, parce que s'il y a une croix sur le corbillard, ils se font caillasser. Voilà, c'est ce qu'on appelle les quartiers hors contrôle. Mistral,
la Villeneuve, etc., à Grenoble, sont des quartiers hors contrôle. Les quartiers nord de Marseille sont des quartiers hors contrôle. La Pierre Plate à Bagneux, comment dire, les quartiers, vous savez, où il y a eu les policiers qui ont reçu des Grigny et Viry-Châtillon. Voilà, Viry-Châtillon sont des quartiers hors contrôle. Et on nous raconte depuis 30 ans que les quartiers perdus de la République, tralala, en réalité, ça continue à être le cas. Et les quartiers en question font des émeutes de temps en temps, quel que soit le prétexte, pour desserrer le carcan policier et pour être tranquille. Un seul point de deal peut rapporter de 100 à 200 000 euros par an. Eh ben, on a besoin d'être tranquille pour gagner cet argent-là, comprenez. Alors, il y a quand même un point qui est intéressant, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est qu'on a entendu parler de cette affaire à Grenoble, de ces deux jeunes donc, qui se sont tués sur leur scooter. On a entendu parler de la première nuit d'émeute. On a vu très peu d'images circuler, mis à part les images qui circulent sur les réseaux sociaux, où ce sont des Français qui filment et qui les diffusent. Mais les grands médias ont très peu couvert cet événement. Moi, j'ai constaté, pour reprendre des images tout simplement de l'agence France Presse, qu'il n'y en avait pas. Comment on explique ça? Parce qu'à l'inverse, on a vu d'autres images pour la marche blanche qui a suivi avec les parents des deux jeunes qui ont été tués. Alors, d'une part, il y a une mémoire journalistique. Les journalistes ont de la mémoire. Ils se souviennent que quand le colonel Beltrame a été assassiné, ils ont voulu aller dans le quartier de la cité à côté, là, qui s'appelle la cité Ozanam à Carcassonne, et ils se sont fait courser et menacer gravement. Alors, ils ont plus peut-être un peu de frilosité à maintenant, désormais, aller dans de tels quartiers. Dans les quartiers dont je vous parlais aussi, à Grigny, à Viry-Châtillon et autres, il y a toujours une espèce d'hostilité qui fait que désormais, il y a des choses qu'on peut bidonner. On peut bidonner des reportages, on peut interviewer le type à 5 km du quartier en question. Pour prendre des images, il faut aller sur place, c'est dangereux. Donc tout ça explique que, comme toujours, quand vous avez des guérillas ou des terroristes quelque part, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'images sur le territoire de l'État islamique ou sur le territoire du Sentier Lumineux. On ne pouvait pas dire bonjour, alors vous allez être content, c'est la télé. Ça veut dire que vous comparez l'État islamique et les banlieues chaudes? Non, mais je compare la difficulté qu'il y a pour des journalistes à mettre les pieds sur des territoires dangereux. Et de plus en plus dangereux. Alors la rareté des images s'explique comme ça. L'idée gauche caviar qu'il ne faut pas mettre dans le même panier des vilains méchants comme les gilets jaunes et puis des jeunes victimes de l'exclusion et du racisme comme ceux qui s'exprimaient aimablement à la cité Mistral aussi. Et puis troisièmement, le fait que ça devient, vous savez, difficile de tenir la balance égale entre les diverses obligations, le CSA, etc. Dans ces cas-là, on préfère restreindre. Alors justement, on va continuer ce parallèle que vous avez déjà commencé à faire avec les Gilets jaunes, parce que là encore, vous nous expliquez finalement que les journalistes qui voudraient faire des reportages dans les quartiers un peu compliqués, les quartiers populaires, qui sont souvent des quartiers à forte concentration de population immigrée d'ailleurs, mais évidemment ce terme qu'il ne faut pas employer dans les médias du système, j'allais dire, ils racontent assez peu, ces journalistes, quand ils se font... on se rappelle de la Villardière, mais c'est un des rares. Sinon, les journalistes racontent assez peu quand ils se font accompagner à la sortie, souvent un peu molestés, alors qu'en revanche, les violences contre les journalistes dans les cortèges de Gilets jaunes, on en a entendu parler, si ce n'est en boucle, au moins une fois par jour, depuis le début des manifestations. Alors, dans ces grands médias-là, le contrôle idéologique est féroce. Féroce. À savoir que c'est du micromanagement. Ils savent parfaitement, les journalistes, ce qu'ils ont le droit de dire, ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. J'ai le souvenir d'un journaliste me racontant que pendant la récente campagne présidentielle, où la radio en question était dans le délire macronien le plus absolu, au-delà de toute espèce de rime, ni raison, ni décence, ni respect vaguement des convenances du deux poids deux mesures, etc. Une journaliste avait modestement dit qu'on pourrait peut-être équilibrer un tout petit peu, et le rédacteur en chef, défiguré par la rage, est venu la traiter de traîtresse en lui disant qu'elle allait se faire virer, quoi. Mais c'était violent. Elle était menacée de mort professionnelle simplement parce qu'elle avait laissé supposer qu'on pouvait peut-être équilibrer. Donc vous savez que tous ces médias-là, qui sont en très mauvaise santé,
à l'heure actuelle. C'est peut-être pas sans les relation, milliardaires, voilà, les milliardaires en question sont en train d'essayer de les fourguer à des types toujours plus glauques venus du fin fond de l'ancienne Tchécoslovaquie, des oligarques. Voilà, c'est en train de se produire sous notre nez. Et donc, à l'heure actuelle, le contrôle, c'est personne ne bronche. Personne ne bronche. Vous avez des grands journaux qui font encore l'opinion, dans lequel tout le monde sait que jour après jour, ils perdent des abonnements papier qui leur rapportaient du fric pour des abonnements numériques qui leur rapportent rien en réalité. Alors à la fin, vous échangez des abonnements à 300 € contre des abonnements à 30 €, eh bien vous finissez par crever. Et à l'heure actuelle, pour certains de ces journaux, si on leur appliquait les critères de base de la PME du quartier en disant « Monsieur, vous avez bouffé votre capital, donc vous êtes en état de cessation de paiement », ils seraient en cessation de paiement. Et bien que ces journaux-là en question soient inondés de subventions de l'État, des dizaines de millions d'euros par an. Malgré tout, ils vont mal. Vous avez envie d'acheter la Pravda, vous? Ben non. Voilà, les gens non plus. Alors ils s'informent sur Internet autrement. Et donc tout ça explique que dans ce contexte-là, le journaliste qui se fait molester par des voyous dans les quartiers en question, si c'est suffisamment violent pour qu'il soit hospitalisé les autres, et que les syndicats, vous allez avoir les Niel et Drahi qui vont dire qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, pourquoi c'était pas prévu. Et la preuve de ce que je vous avance, c'est qu'il est tellement plus possible de rien dire dans les journaux en question que ceux de leurs journalistes qui ont quand même encore un minimum d'instinct journalistique, ils sont obligés de sortir du contexte du journal et d'écrire des livres pour pouvoir dire enfin ce qu'ils ont vu. Vous avez vu Davet et l'homme au journal Le Monde, quand ils ont fait un truc sur les islamos, etc., Inch'Allah, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, ils n'ont pas pu le dire dans le journal même où ils étaient censés écrire, ils étaient obligés de le dire ailleurs. Voilà, donc vous avez un système toujours plus fermé, toujours plus férocement idéologique, qui ne va pas bien. On ne peut pas dire que, vous savez, comme il y a toujours une élection, on va dire, OK, on leur donne un petit peu d'oxygène jusqu'à la prochaine élection, après ça, on verra. Mais si les règles du commerce et de la finance habituelle étaient respectées, et de la fiscalité, ils seraient en train de mourir. Et voilà, donc, vous attendez pas à ce que ces gens-là fassent les héros de l'information, quoi. Alors on a vu l'inégalité de traitement journalistique entre les Gilets jaunes et ces émeutes de banlieue. Il y a également quand même la différence de traitement policier à l'égard de ces deux cibles. Aujourd'hui paraissait un article qui expliquait que 13 000 tirs de LBD avaient donc été actionnés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Au final, on n'a pas entendu parler de blessés graves lors des émeutes de Grenoble. Là encore, on se pose la question, est-ce que finalement il n'est pas plus facile de tirer sur des gilets jaunes que de tirer dans les cités où finalement ça va encore aggraver entre guillemets la situation explosive et ça va prolonger les émeutes encore un peu? Vous n'êtes pas naïve au point de penser que tout cela n'est pas une question de rapport de force. Qui va hurler quand un gilet jaune est blessé? C'est un franchouillard de base. Pas grave. Mais alors, une victime de l'exclusion et du racisme, alors là, vous imaginez les comités, les machins, les antiracistes, les machins, voilà, tout ça se met à hurler. Vous avez l'orchestre. Mais pourquoi ont-ils autant de pouvoir de pression, entre guillemets, selon vous? Parce que c'est ça qui tient le système. Le système tient comme ça. Vous avez compris que, en gros, la 5e République du président Macron, c'est le président Macron, 10 de ses copains, et en dessous, tout l'appareil du Parti socialiste. Utile, l'appareil, pas les pauvres militants qui allaient coller les affiches, mais les boîtes de com, mais tout ce qui fait la ratatouille en fond de tableau, là, c'est là. Donc ces gens-là, ils ont tout lâché. Ils étaient de gauche, socialistes. Le social, voilà des gens qui sont riches, voilà des gens qui sont dans une situation de prébande. Et la seule chose, la dernière, vous savez, dans le temps, quand il y avait encore des règles dans le milieu, les prostituées faisaient tout avec leurs clients, mais elles ne pouvaient pas les embrasser sur la bouche, parce que ça c'était pour leur homme, comprenez? Ouais, c'était off limits pour les clients. Hein. Et là c'est pareil, ils ont tout laissé tomber. La
seule chose qui leur permet de se regarder dans les yeux, c'est justement l'antiracisme. C'est le fond de sauce. Alors bien entendu, là-dessus, ils lâcheront pas. Là-dessus, ils sont obligés. Là-dessus, ils sont obligés de faire un certain nombre de concessions, et toujours plus graves. Et chaque fois qu'une des turiféraires de cette idéologie-là leur dit « vous n'avez pas le droit de faire ceci », ils cèdent et ils calanchent tout de suite. Et voilà pourquoi. Donc c'est simple, c'est le dernier petit morceau de ciment proprement idéologique qui reste à ce qui un jour fut la gauche et qui a trahi sur tous les plans, qui a trahi les ouvriers, qui a trahi les petits employés, qui a trahi les petits paysans. Tout ça a été trahi, a laissé tomber à volo. Ils ont dit mais la mondialisation, mais c'est merveilleux, mais regardez. Tout ça idéologiquement est au service de Niel Drahi, et donc ils n'ont plus qu'une espèce de toute petite zone, j'allais dire vertueuse, c'est celle-là. Alors, dernière question, Xavier Hofer, vous côtoyez forcément, de par votre métier, beaucoup de policiers. Vous devez avoir une idée très précise de l'état d'esprit de la police, j'allais dire. Quand on a dressé ce constat qui est quand même significatif de débandade généralisée, d'une situation pour les policiers qui est de plus en plus difficile, d'une forme d'injustice dans la réponse répressive, on se dit, bon, on n'appelle pas la mutinerie, mais on se dit, mais comment ça se fait que samedi après samedi, ils continuent d'aller sur les manifestations de gilets jaunes avec le comportement qui ne change pas, ils obéissent systématiquement aux ordres. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut s'attendre, où le pouvoir politique devrait craindre, à un moment ou à un autre, de voir des policiers qui refusent d'exécuter ces ordres, qui sont quand même d'un certain point de vue injustes? Non, je crois que ce sont des gens loyaux, ce sont des gens obéissants, ce sont des gens qui ont le sens de la hiérarchie. Ça n'est pas ça qu'il faut craindre. Le crosse en l'air, rompons les rangs de l'international, je ne crois pas qu'il soit à l'ordre du jour. Je crains qu'à un moment donné, il craque. C'est-à-dire que des unités entières, épuisées, obligés de courir dans tous les sens pour faire tout et n'importe quoi, ne se trouvent hors de combat. Voilà. Vous savez en plus qu'une partie importante de l'appareil policier est devenue là aussi une sorte de village Potemkin, que ce qu'on appelle une compagnie ou une brigade, où avant il y avait 100 bons hommes ou 50 bons hommes, maintenant il y en a 50 et 25. Voilà, donc on a diminué les petits paquets. Alors tout ça porte le même nom. Sur la carte, ça fait des régiments absolument superbes. Sur le terrain, il y a la moitié des gens qu'il y avait auparavant. Donc tout ça, pour des raisons du style on économise, on rabiote. Alors le résultat de cette espèce de fatigue généralisée, d'épuisement généralisé, d'érosion généralisée de la quantité et de la qualité des hommes, on est en train de la voir en Grande-Bretagne, où la criminalité explose. C'est ça le risque. Le grand risque, ça a déjà commencé. Je faisais ce matin une petite recherche pour savoir les braquages de camions. Vous savez, il y a des camions avec des colis. Dans les colis, il y a toujours des trucs sympas, et donc plus ça va. Alors une banque, c'est devenu difficile à braquer. Un camion, ben, on met un pistolet en caoutchouc sur la tête du conducteur, on lui dit casse-toi, et on sauve avec le camion, on pille les trucs et on les revend ensuite. C'est tout simple. Mais des braquages de camions, il y en a tous les jours en ce moment. Donc le phénomène négatif qui, à l'heure actuelle, accable la Grande-Bretagne avec les homicides, notamment à l'arme blanche, à coups de couteau. C'est une île, la Grande-Bretagne, c'est quand même difficile d'infiltrer des revolvers à grande quantité ou des armes de poing, mais en revanche les armes blanches, bah, c'est à disposition, quoi. Il suffit d'avoir une maman qui fait de la cuisine et puis vous avez un couteau, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est en train à l'heure actuelle de provoquer une crise énorme en Grande-Bretagne qui se surimpose à celle du Brexit, bien entendu, et à terme on en viendra là. À terme, la sécurité ne sera plus assurée dans ce pays, au point où des gens de la base feront dans le domaine de la sécurité ce qu'ils ont fait il y a quelques mois de ça dans le domaine des taxes sur l'essence, des impôts, de on peut plus vivre, etc. C'est ça qui est à craindre. Et naturellement, si ça porte sur la sécurité, et naturellement si ça porte sur la sécurité avec en cause des individus dont tout le monde sait qu'à 80% ils ne sont pas français d'origine, ça risque de prendre une connotation brutale. Eh bien, merci Xavier Hofer de nous avoir dressé ce constat franchement accablant. Vous savez, Lise, le jour où ça ira bien, je viendrai vous le dire aussi.
Eh ben tant mieux, on prend rendez-vous alors. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, également de cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour vous abonner à la chaîne TVL. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.